nome é Agatha Takia. Em nome do Instituto Tomiotaki, eu gostaria de apresentar essa conversa, que faz parte da websérie Entrevistas, Interdisciplinaridade na Arquitetura, que acontece no contexto das ações educativas do 8º Prêmio de Arquitetura Instituto Tomiotaki AkzoNobel, que visam o debate de temas relevantes da arquitetura contemporânea. E hoje, a curadora do Instituto Tomiotaki vai conversar com Jacques Ferrier, do Ferrier Marketing Studio. Estamos muito felizes e honrados em realizar essa conversa, que vai ter como fio condutor o tema interdisciplinaridade, arquitetura e sustentabilidade. Eu gostaria de agradecer a AkzoNobel, patrocinadora da 8ª edição do Prêmio de Arquitetura Instituto Tomiotaki AkzoNobel, ao apoio do Consulado da França em São Paulo e da AFEX, Associação de Exportação de Arquitetos Franceses. Como surge o escritório e dentre as ideias fundamentais de surgimento do escritório que norteiam a atuação, vocês mencionam que uma dimensão sustentável, uma holística e uma sensual. Eu gostaria que você falasse um pouco desses 3 elementos norteadores. On s'est toujours intéressé sur les rapports entre la technique et la société, entre l'architecture et la technologie. En ce sens que je considère que le grand phénomène du XXe siècle, et qui continue sous une autre forme plus digitale au XXIe, c'est l'emprise de la technologie sur notre quotidien. Et donc, ce rapport à la technique, il s'est tout de suite placé sur l'arrière-plan du développement durable, de la soutenabilité, de l'environnement. D'où les tout premiers projets de l'agence qui ont été fortement pionniers, fortement expérimentaux en matière d'environnement, en matière d'énergie, en matière de choix de matériaux et de sobriété. Et ensuite, avec Pauline Marchetti, nous nous sommes posé la question de utiliser cette conviction et cette expertise que nous avions acquise, de l'utiliser pour s'intéresser à la relation qui se crée entre les habitants, entre les citoyens et leur environnement construit. Et de constater que de bonnes performances environnementales, de bonnes performances énergétiques ou des très bons matériaux sont pas suffisants, en tout cas dans notre réflexion, pour fabriquer une bonne ville, pour fabriquer une architecture où on se sente bien et qu'on puisse s'approprier. Et là a émergé ce thème de la relation entre le corps et l'environnement urbain, qui a pris cette slogan de la ville sensuelle en ce sens justement de dire l'expérience sensorielle doit être repensée, doit être prise au sérieux, et pas uniquement l'expérience visuelle qui a quand même été une caractéristique de l'architecture moderne, c'est-à-dire une architecture beaucoup fondée sur le plan et sur l'image. Nous essayons de mettre en avant à l'agence une architecture qui s'intéresse aux ambiances et qui s'intéresse vraiment au rapport qui se crée, une fois encore, entre les habitants et leurs bâtiments. Em 2010, vocês fundam junto ao filósofo Philip Simey o laboratório Sensual City. Como que se deu a construção dessa ideia e de onde vem a necessidade, o impulso de aliar a prática arquitetônica à philosophie? Donc dans cette vision que je viens de décrire, de réconcilier les sens et nos espaces urbains, on a voulu se donner plus de moyens que uniquement le projet. Bon, le projet d'architecture, il est fait quand même dans des conditions qui sont délimitées. C'est la commande, c'est surtout ici en France le concours d'architecture que vous devez faire dans un temps limité, avec le stress d'avoir évidemment le meilleur projet et de gagner. Donc on a voulu prendre du recul et se donner les moyens à l'agence d'avoir un temps de réflexion qui soit un temps plus long et qui soit ouvert à d'autres disciplines. Et donc avec Philippe Simey, qui est un philosophe
connu en France qui explore d'autres modes d'habiter. Il a fait une série d'émissions à la télévision culturelle, ici sur la chaîne Arte, sur les divers habitats du monde. On a effectivement, il y a 10 ans, créé une cellule, le Sensual City Studio, où on a, selon les projets, fait travailler des géographes, fait travailler des spécialistes biologie marine. En ce moment, on travaille avec un spécialiste de littérature pour nourrir les projets en amont, sans être dans le rythme toujours un peu trop rapide de la production de l'agence. Et donc, ce sont ces deux façons d'aborder le projet qui, je pense, caractérisent notre agence, caractérisent notre travail. Le projet s'inscrit toujours dans une réflexion plus grande que la seule demande telle qu'elle est exprimée. Você poderia falar um pouco mais de diferentes etapas que são frequentes na elaboração desses projetos, além da pesquisa, a forma de prototipagem dos projetos, se há uma espécie de software específico, enfim, e se há ou não o uso de diagramas, contar para a gente um pouco como vocês vão realizando o projeto como um todo? On est persuadé, évidemment, que les modes de représentation influencent sur le résultat. Et donc, nous voulons toujours questionner les modes de représentation et essayer d'aller au-delà du plan, de la coupe, de la façade, qui sont les outils traditionnels, surtout aujourd'hui informatisés, de l'architecture. On se méfie également de ce qu'on appelle la 3D, hein, c'est-à-dire le rendering, les images informatiques, comme seul moyen d'approcher ce que devrait être la réalité d'un projet futur et non construit. Donc on multiplie les approches. C'est-à-dire, on aime beaucoup travailler avec le texte. Ça, c'est important d'essayer de mettre par écrit, au préalable, quelle est notre intention et quelle est notre vision du projet. On aime faire beaucoup de maquettes, d'études, c'est-à-dire on a un atelier maquette très actif auquel les architectes participent eux-mêmes pour justement contrebalancer le tout informatique, je dirais. Et puis, selon les projets, selon l'ambition des projets, on explore d'autres moyens encore. Nous avons été les architectes conseils pour les futures gares du Grand Paris. Il y a une nouvelle ligne de métro qui se crée autour de Paris, qui s'appelle le Grand Paris Express, avec plus de 70 nouvelles gares. Et nous avons été en charge de bâtir le cahier des charges pour l'architecture, la culture et le design de ces nouvelles gares. Et là, nous avons fait des dessins animés par des jeunes cinéastes d'animation pour convaincre le client de quel allait être le mouvement et les ambiances dans la gare. Nous avons fait des petites bandes dessinées aussi. Nous avons fait une fois encore des textes et également ce que nous appelons et que nous faisons sur presque tous nos projets maintenant avant de travailler, une restitution sensible des sites et des contextes, c'est-à-dire une restitution des contextes qui n'est pas uniquement technique ou réglementaire, mais qui essaye de rendre compte, ce qui n'est pas facile, mais qui essaye de rendre compte des atmosphères, de ce qu'on ressent, d'une conversation qu'on va avoir avec un habitant qu'on a croisé. Et ça, c'est extrêmement utile pour mettre en route le projet. Donc, dans le cas idéal, tout nouveau projet à l'agence commence sur ce questionnement de la représentation et sur ce foisonnement de regards que l'on va porter sur les conditions de départ. É importante salientar que vocês atuam em projetos com especificidades muito distintas. Por exemplo, pensando o contexto ambiental comparativo entre França e China,
são realidades muito específicas em termos urbanos. E aí, tendo esse amparo para falar da questão da sustentabilidade, eu queria, se você pudesse dizer como que vocês lidam com essas variações, como se dá a imersão nesse sítio, que eu acho que é um pouco esse processo que você já antecipou, falando dessa restituição sensível diante do seu entorno, e também em termos de sustentabilidade, qual é o projeto que você considera ser o marco inaugural, aquele projeto em que essas questões ficaram muito claras como um objetivo constante do escritório? On a une histoire avec Shanghai, puisque on a fait le pavillon de l'exposition universelle pour la France en 2010, et depuis, on a une équipe à Shanghai, une équipe essentiellement chinoise, qui travaille sur des projets que nous avons à Shanghai. Donc, en ce qui me concerne, j'ai lu pas mal de littérature chinoise pour m'imprégner, disons, vraiment de la grande culture. Et puis, on s'est entouré, grâce à ce bureau que nous avons sur place à Shanghai, on s'est entouré de jeunes architectes chinois à qui on a exposé notre méthode et qui l'ont adoptée et qui nous aident en évitant les contresens, puisque là, on est vraiment, je parle de Shanghai parce qu'on est vraiment dans deux cultures différentes, beaucoup plus que le serait un écart entre la France et le Brésil, évidemment, entre l'Europe et l'Amérique du Sud, qui finalement sont très proches, notamment en matière spatiale et en matière d'architecture. L'Asie, c'est vraiment un autre monde. Donc, il était important pour nous de ne pas arriver comme avec des solutions toutes faites, de quitter l'esprit de ce qu'on a appelé au XXe siècle l'architecture internationale et qui a fabriqué les mêmes immeubles de verre, les mêmes gratte-ciel partout. Et donc, nous avons mis en œuvre une stratégie qu'on appelle le regard réciproque, c'est-à-dire, dès le départ, dire qu'on est dans un échange. On n'est pas uniquement dans amener quelque chose, mais on est dans un échange. Et il est vrai que Pauline et moi, le concept de ville sensuelle, on l'a vraiment imaginé à Shanghai, on l'a plus imaginé dans la ville asiatique, comme exemple, pour venir après nourrir nos projets en Europe. Donc il y a ce sujet d'échange. Après, sur le développement durable proprement dit, il est très important, très important, de vraiment physiquement prendre le temps d'être sur place et pas de regarder uniquement les chiffres, les données, les statistiques qui sont toujours très abondantes. Là, on rend en ce moment un concours important à Montréal, au Canada. On a eu une exposition en 2019 sur notre travail à Montréal. Ces 10 dernières années, je suis allé une dizaine de fois à Montréal. Donc, j'ai vu l'été au Canada, j'ai vu l'hiver, si spécial au Canada, évidemment. Et donc, quand vous parlez développement durable et que vous avez vraiment vécu les saisons, etc., d'une ville d'Amérique du Nord, du Grand Nord, disons, d'une ville canadienne, eh bien, évidemment, vous n'allez jamais proposer les mêmes solutions que vous allez proposer à Paris ou à Madrid. C'est évident, et encore moins à São Paulo ou à Rio. Donc, c'est très important de risquer toujours sa propre expérience physique et de pas réduire le développement durable à des questions de performance qui pourraient se résoudre à distance en remplissant des critères techniques abstraits ou réglementaires. Tem aspecto dicotômico presente em alguns projetos, que é essa integração com a natureza, às vezes se dá através de um ambiente natural e, em muitos casos, também de um ambiente artificial, numa tentativa de injeção de aspectos de trazer parte dessa dimensão climática para dentro do projeto. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre essa relação, essa dimensão quase que ficcional de percepção do espaço, em que há uma ambiguidade entre o natural e o artificial nos projetos.
Par simplicité, on parle de ce rapport dans notre travail entre architecture et nature, mais comme vous l'avez si bien souligné, c'est une nature qui est elle-même extrêmement fabriquée et qui est artificielle. C'est-à-dire que quand on parle de jardin sur le toit, quand on parle de jardin suspendu ou de projets qu'on appelle ici nous des paysages construits, où il est très difficile de savoir où le jardin s'arrête et où le bâtiment commence, on est évidemment dans des mondes qui restent 100% artificiels. Cependant, la nature, même fabriquée, c'est du vivant, ça a sa propre évolution, ça a sa propre croissance, contrairement à un bâtiment, et c'est un rapport au temps avec les saisons qu'un bâtiment n'a pas. Donc, du moment que vous embarquez un jardin artificiel, évidemment, en quelque sorte, dans un bâtiment, vous amenez avec lui les saisons, vous amenez avec lui les floraisons, les odeurs, vous amenez tout ce que le vivant complète par rapport à une architecture qui, évidemment, est figée. Même si on ouvre des fenêtres, des portes, on essaye de faire les bâtiments les plus souples possibles, mais on comprend bien que ça n'a rien à voir avec la nature. Et de plus en plus important aujourd'hui, c'est la biodiversité, c'est-à-dire que d'avoir des bâtiments où cette nature qu'on importe, qu'on construit, voisine avec l'architecture, permet de créer le support à ce qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des insectes, qu'il y ait des animaux, et qu'il y ait une image forte, un exemple fort, même dans la grande ville, que les hommes et les femmes ne sont pas les seuls habitants de la planète, mais qu'ils doivent partager. On avait à Singapour organisé un débat sur naturel, artificiel, pour dire, surtout dans une ville comme Singapour, avec un climat équatorial, comme ça, pour dire qu'effectivement, il était vraiment important de ramener en ville toute la palette de sensations, d'émotions et de diversité biologique, justement, que peut amener la nature. Ça, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup et de plus en plus. Mais vous savez qu'en France, il y a un grand précédent, c'est le jardinier Le Nôtre, qui était le jardinier du roi Louis XIV, donc en 1680, à la fin du XVIIe siècle, qui a fait notamment les grands jardins de Versailles, et qui est le premier à avoir finalement fait cette jonction entre artificiel et naturel dans quelque chose qui était un peu la prémonition de nos mondes urbains. Em alguns projetos, vocês chegam a propor uma segunda topografia para o local, como, por exemplo, Metrópole Rua em Normandy, o Water Park. Há uma intervenção que trabalha também essa dimensão de diferentes plataformas, diferentes cotas do edifício. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso? Ce travail topographique, en fait, il est surtout le résultat d'une volonté d'ouverture, c'est-à-dire de faire que le bâtiment se retrouve lié avec des espaces extérieurs ou avec des espaces entre deux, qu'on aime beaucoup dans notre travail aussi, qui sont ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans. Et ça se passe un peu à tous les étages. Et du coup, on a été effectivement amené à inventer, à réfléchir à des solutions où à partir de programmes qui ne demandaient pas ça, où la question était finalement de faire, si vous parlez du water park Aqualagon, qui est dans le site de Euro Disney à Paris, la demande était de faire une grande bulle au-dessus de piscines, de toboggans, enfin de tout cet équipement aquatique. Et en fait, en lieu et place d'une grande bulle,
on a fait cette enveloppe qui est comme une pyramide sur laquelle on peut marcher et donc avoir l'expérience d'être sur le bâtiment et pas uniquement sous le bâtiment. C'est comme ça qu'on a gagné le concours, parce qu'effectivement, le client a compris que c'était une expérience supplémentaire que le bâtiment allait offrir et que c'était une expérience qui était en accord avec les attentes d'un loisir durable, d'un public qui, même s'il va dans l'environnement artificiel de la piscine, où il fait bon et il fait chaud toute l'année, a envie aussi à un moment donné de retrouver ce rapport à l'extérieur qu'il va retrouver sur le toit, en montant le toit, et où il va se retrouver dans la nature avec la vue. Mais je précise au passage que ces piscines sont entièrement chauffées par géothermie, et donc ce waterpark d'Aqualagon est extrêmement efficace en termes énergétiques. Donc c'est pas, en fait, les usages, l'image et la performance dans nos projets, on essaye de les faire évidemment converger. Eu imagino que vale a pena agora falar um pouco da questão das técnicas e dos materiais construtivos, né? É bastante presente nos projetos uma dissolução entre a percepção do interior e do exterior, o uso de diferentes camadas para fechamento do edifício. Essas fachadas duplas empregam materiais múltiplos, né? E diferentes técnicas construtivas. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Les bâtiments sur lesquels on travaille sont des bâtiments généralement assez, je dirais, des bâtiments assez courants, comme des bureaux, des écoles, des logements. Donc, ce sont des bâtiments où on utilise beaucoup de matériaux du catalogue, finalement, c'est-à-dire, à la différence d'un bâtiment de grand prestige où on peut développer des matériaux sur mesure, on a toujours aimé récupérer des matériaux qui existent déjà, qui sont déjà fabriqués. Et la caractéristique de ces matériaux contemporains, c'est que ce sont souvent des matériaux minces. Des plaques de bois, des plaques de verre, des plaques d'aluminium, des plaques d'acier. Mais à l'inverse, on est persuadé que l'architecture, et notamment l'architecture des enveloppes, c'est un travail sur l'épaisseur. C'est un travail sur la profondeur de champ. C'est un travail sur l'ombre et la lumière. Et donc, on a, comme vous le remarquez, sur beaucoup de nos projets, presque tous nos projets récents, on crée cette épaisseur en démultipliant les couches, les couches de façade, de façon à créer de la profondeur avec des matériaux minces. Et là où on retrouve encore cet aspect holistique et transversal, c'est que c'est extrêmement efficace d'un point de vue thermique et donc d'un point de vue de développement durable. Donc en fait, on fait une pierre avec une pierre deux coups, puisqu'à la fois on crée cette sensation de sérénité, d'animation, d'épaisseur de la façade, mais aussi techniquement, on est performant. Et ça, ces espaces, ça crée effectivement des entre-deux, des seuils, qui sont des espaces extraordinaires, puisqu'en fait, ce sont des espaces supplémentaires qui sont offerts, je dirais, un peu gratuitement par l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a l'espace extérieur, qui est notre nature, qui est l'environnement. Il y a l'espace intérieur, qui est celui qui est donné au programme. Mais tous ces séquences, ces feuilletages, ces entre-deux, ça crée comme à Rouen, le bâtiment que vous évoquiez, du métropole Rouen-Normandie, entre la façade de verre coloré et le bâtiment proprement dit, il y a toutes ces terrasses et ces patios, et c'est là où les gens adorent être, en fait. Et en fait, quand on visite le bâtiment, il y a toujours des gens en train de discuter ou de fumer ou de boire un café ou tout simplement de regarder le paysage dans cet espace entre. Nesse projeto específico tem emprego do carbono zero, né? Que inclusive foi importante por uma certificação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e, além disso,
há uma referência histórica à catedral, né, de Rouen, inclusive para a escolha cromática, no sentido de trazer uma referência que é da história da arte, da história do patrimônio elegido já no local. Como que essas referências surgem para determinar uma nova inserção desse edifício? Métropole Rouen-Normandie, qui est un bâtiment neuf construit en bord de Seine face à la vieille ville de Rouen, qui est très connue pour ses monuments et notamment sa magnifique cathédrale. C'est un bon exemple de comment on a réussi à concilier des enjeux ultra actuels de technologie, puisqu'on est carbone zéro, on a le label allemand Passivhaus qui constate que le bâtiment consomme zéro énergie sur un cycle d'un an, et ça fait maintenant 2 ans que le bâtiment est vérifié et qu'effectivement ça marche. Donc on a cette innovation technique, mais en même temps, en étant à Rouen, en regardant, on a croisé le travail de Claude Monet, qui en 1870 a inventé le concept de série en peinture, puisqu'il a peint presque une vingtaine de fois le même cadrage, un portail de la cathédrale de Rouen, à différentes heures de la journée, en montrant que ce portail avait toujours des couleurs différentes. Donc ça nous a énormément intéressés. Et comme nous, on devait couvrir le bâtiment de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité, on a mis une couche d'oxyde métallique sur ces panneaux photovoltaïques qui fait que selon l'inclinaison et selon la position de l'observateur et évidemment selon la lumière du soleil, c'est le bâtiment lui-même qui change de couleur. Donc ce dont Monet rendait compte en peinture, cette idée qu'un bâtiment de pierre pouvait être vu de multiples façons du point de vue de la couleur, nous, on l'a réellement construit avec un bâtiment qui change de couleur. Et donc, la ville est très contente parce qu'elle a à la fois un équipement exemplaire du point de vue technique, mais elle a en même temps, ce qui est là aussi un plus, elle a un bâtiment qui s'inscrit dans le récit historique de la ville de Rouen et qui fait un peu un lien universel avec la culture et avec la création au travers de l'impressionnisme. Voltando pouco, eu vou trazer projeto pouco mais antigo de 2010, que é o pavilhão francês na Expo de Xangai, que eu acho edifício bastante emblemático na trajetória do escritório. Eu gostaria de conversar pouco mais com você sobre o processo de elaboração desse pavilhão e dessa configuração interna, principalmente, daquele espaço verde, envoltório, né? Quase que ele cria invólucro para espaço verde construído. Então, eu gostaria que você contasse pouco da trajetória desse projeto, de onde surgiram, quais foram os parâmetros. Les deux grandes idées, il y a une idée technique, c'est-à-dire c'était de mettre la structure à l'extérieur. Et en mettant la structure à l'extérieur, c'est la résille qui enveloppe le pavillon, en tout cas la structure qui sert pour les tremblements de terre et puis pour tous les efforts horizontaux. Ça nous permettait de dégager l'intérieur et de faire un bâtiment qui soit extrêmement flexible à l'intérieur. Puisque quand on parle de durée dans le développement durable, en fait, aujourd'hui, durée, c'est donner la capacité de changer et que le bâtiment se transforme sur lui-même. Et donc, on avait cette structure extérieure qui permettait ça. Et ensuite, il y a ce rapport à la nature. C'était créer un îlot de fraîcheur. Aujourd'hui, c'est ce qui est très recherché dans les villes. Créer des îlots de fraîcheur, en tout cas combattre les îlots de chaleur. À Shanghai, c'est un véritable problème, surtout pendant l'été, puisque l'exposition universelle, c'est au printemps et à l'été. Et donc, comme vous le disiez, on a mis un grand jardin sur le toit et ce jardin se retournait verticalement dans le patio central. Et comme le bâtiment était soulevé au-dessus d'un plan d'eau, on avait constamment une brise rafraîchissante
qui permettait d'avoir des conditions agréables toute la journée sans dépenser une fortune d'énergie en matière de climatisation. Donc le pavillon France, il était vraiment exemplaire de ce point de vue-là. Et à l'intérieur, avec Pauline Marchetti, nous avions réalisé une grande fresque d'images vidéo qui parlait de la ville sensuelle et du rapport qu'on peut entretenir avec la nature, avec le ciel, avec les saisons, avec l'eau, bien sûr, et tout ça décliné sur les sens, donc avec l'odorat. On avait travaillé avec le nez de la maison d'Hermès. Le nez, c'est la personne qui invente les parfums. Et donc, le nez de la maison Hermès nous avait conçu, avait imaginé des parfums urbains, c'est-à-dire, par exemple, l'odeur du goudron après la pluie, l'odeur de l'été sur du béton, etc. Donc, il y avait toute une association de sensations, de musique et de fresques vidéo pour que le public se rende compte de cette dimension précieuse que sont les ambiances dans les villes. Tem esse projeto que está sendo elaborado junto ao anel rodoviário em Paris, né? Que tem uma dimensão de articulação de um nó viário. Também tem um princípio de relação com a dimensão da paisagem muito forte. Quais são as expectativas para a implantação desse projeto? Em que etapa ele está nesse momento? Ce projet qui s'appelle la ville multistrate, qui est située Porte des Ternes à Paris, est un enjeu très spécifiquement parisien, puisque l'histoire de cette ville fait qu'il y a un Paris qui est encerclé par un boulevard périphérique qui est très dense au niveau du trafic et qui se situe exactement à l'emplacement des dernières fortifications de Paris, qui, quand elles ont été détruites, ont laissé un vide autour de Paris et on a mis ce boulevard qui fait le tour de Paris, ça fait 35 km de long, et c'est une véritable coupure avec ce qui est de l'autre côté du boulevard. Et donc ce projet que nous avons gagné, c'est de construire des bâtiments par-dessus le périphérique pour créer des liaisons. Et donc nous avons franchi le périphérique par un jardin. Donc la structure qui franchit le périphérique, en fait, c'est la structure du jardin. Et sur ce jardin, on a construit des immeubles, bureaux et logements en structure bois et qui ont des grands jardins sur le toit reliés entre eux par des passerelles pour restituer un paysage naturel au niveau de la toiture, au 7e et 8e étage, dans un endroit effectivement qui pour l'instant est vraiment une infrastructure pour les voitures. Et donc l'idée, puisque c'est dans le cadre d'un concours qui s'appelle Réinventer Paris, l'idée c'est de faire un projet prototype pour qu'ensuite d'autres architectes, d'autres promoteurs fassent des projets similaires et petit à petit créer des liens entre ce qui est à l'intérieur de ce boulevard et ce qu'on appelle le Grand Paris qui est de l'autre côté. C'est un projet très important pour nous. On espère qu'il va voir le jour prochainement, mais comme vous l'avez dit, on est en cours de processus de l'étudier. C'est très compliqué évidemment, ça soulève beaucoup de questions de construire par-dessus une infrastructure routière comme ça, qui à la fois est très critiquée par les Parisiens, mais qui en même temps rend service à des centaines de milliers d'automobilistes tous les jours. Donc c'est un sujet très, je pense, très typique des questions de la ville contemporaine aujourd'hui, entre l'idée de la ville idéale qu'on aimerait avoir, mais de notre côté, des avantages qu'on est prêt à abandonner pour avoir cette ville idéale. Deixo a palavra, não sei se você quer trazer mais alguma questão. Ben, nous continuons à travailler sur la conviction que ce travail sur les sens, qui est difficile à partager, puisque
il y a beaucoup de subjectifs dès que l'on parle de sensorialité, il y a beaucoup de choses personnelles à chacun. Nous continuons à travailler pour que ça devienne vraiment un outil concret et très opérationnel pour faire des projets. On s'intéresse beaucoup en ce moment sur les bords de la Méditerranée en France, avec un tout petit peu, un peu vers l'Italie, un peu vers l'Espagne, parce qu'en fait, ces bords méditerranéens sont un véritable enjeu, puisqu'avec le dérèglement climatique, il va y avoir de plus en plus de risques avec la montée de la mer et des risques liés aux inondations. Donc la ville doit se repenser et donc on se dit, ben, si on repense cette ville de bord de Méditerranée, il faut qu'absolument on tienne compte du fait que au niveau des sens, ça a une identité très forte, très très forte au niveau de l'histoire, de la culture, de la gastronomie. Et là, les gens vous disent, ah, mais pourquoi tu nous parles de gastronomie alors qu'on parle de risques d'inondation et de choses techniques? Eh bien, parce qu'on pense que aujourd'hui, et vous commenciez votre entretien en parlant de transversalité, on doit plus traiter les problèmes de façon isolée et que ce qui concerne la ville, par définition, c'est vécu de façon globale. C'est-à-dire que l'habitant qui se lève le matin, qui se déplace, qui va travailler, qui va se distraire, qui revient, lui, il voit la ville comme une continuité. Or, la ville, elle a été trop longtemps conçue comme une série de choses séparées. Donc, on aime bien mettre en relation des problèmes techniques très précis avec ces questions de sensations, de culture urbaine et de culture historique. Donc, on continue de travailler là-dessus. C'est un peu des problématiques qui nous guident un peu sur tous nos projets. Essa referência à interdisciplinaridade na prática e na pesquisa de vocês faz presente desde uma experiência do pedestre na cidade, uma experiência sensorial. Me veio à tona, inclusive, o texto do próprio Michel de Certeau, essa vivência cotidiana da cidade, a percepção sucessiva dos espaços, sensações de liberdade, de reclusão, né? Como que se dá essa referência na escala cotidiana de vivência da cidade e também uma dimensão de articulação que dá suporte em termos sistêmicos, né? Tem uma questão, esse último projeto que a gente mencionou, falando desse anel viário e articulação de todo o sistema viário parisiense, tem uma escala, uma vez replicado, de uma articulação sistêmica de uma grande metrópole. Então, me chamou a atenção essa preocupação que tem um trânsito bem grande em diferentes escalas e usa a questão da representação de uma maneira muito positiva. Eu fiquei vendo em alguns períodos os registros do cotidiano das cidades da China, a questão do filme, do vídeo, dessa percepção de enclausuramento, da vivência do ciclista. Então, eu achei bastante rica essa possibilidade da pesquisa trazer esses diferentes inputs para o diálogo, né? Isso foi algo, acho que é algo que se concretiza de uma maneira muito potente nos projetos. Michel de Certeau, c'est évidemment une très bonne référence qui nous a inspirés. Précisément sur cette question de trouver la juste échelle. Et quand je disais qu'on fait des petites bandes dessinées, qu'on a fait des dessins animés, où on a sorti une petite brochure, malheureusement en français, c'est vraiment pour répondre à votre question. C'est aller chercher ce regard, ce vécu, cette expérience. Pauline Marchetti, elle a fait un film l'an dernier en 360 degrés où elle s'est promenée à Shanghai, à 3 villes au bord de l'eau,
Shanghai, New York et Marseille en France. Et donc, c'est un film immersif avec un texte poétique qui est lu par-dessus et qui essaye justement de bien faire ressentir cette plongée que l'on a dans une vie. Et donc là, c'est là où on utilise la technique la plus moderne pour parler de choses très simples et très anciennes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les sensations, mais de l'autre, il y a cette vision à 360 qui fait que quand vous êtes dans ce film et que vous vous retournez, vous avez vraiment cette notion immersive, vous voyez les gens. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça évite si on reparle de faire un projet ou d'imaginer un projet, ça évite de faire un projet juste avec un cadrage et à un moment donné d'oublier complètement que ce sur quoi vous travaillez, c'est uniquement une photo, un cadrage d'un point de vue, mais qu'en fait, n'importe où vous êtes, les points de vue sont infinis et dépendent de votre regard et donc de votre vécu et de votre expérience. Ótimo, eu agradeço imensamente, Jacques, a conversa, foi muito Merci à rica. vous.